BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Oui, un printemps social difficile peut-être pour le gouvernement qui se termine. L'été, c'est bientôt. Oui, est-ce que l'été ne sera pas chaud? On parlera évidemment de la grève dans les taxis demain à Paris, des spectacles qui pourraient être annulés, des festivals à cause de la grève des intermittents. Il y a le patronat également qui commence à râler aussi beaucoup sur le compte pénibilité. Et donc, eh bien, depuis ce soir, ce conflit à la SNCF, la grève des cheminots contre la réforme ferroviaire. Alors, que prévoit-elle et pourquoi suscite-t-elle autant d'inquiétudes? On voit ça avec Jean-Baptiste Huet. La réforme ferroviaire prévoit une transformation profonde du système actuel. D'abord, RFF, Réseau Ferré de France, devient SNCF Réseau. Cette nouvelle entité sera en charge des infrastructures, des rails, des quais, des aiguillages et même de la circulation ferroviaire. Ensuite, la SNCF devient SNCF Mobilité. Son rôle, s'occuper des moyens de production, c'est-à-dire du matériel roulant, des conducteurs ou des chefs de bord. Pour chapeauter ces deux entités, une maison mère, SNCF. La paternité des gares n'est quant à elle pas encore bien définie. Une clause de rendez-vous est prévue sur ce sujet. Enfin, les terminaux de marchandises seront transférés à SNCF Réseau. Une réforme nécessaire pour sauver le rail, c'est ce que dit Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports. D'autres étaient pour que l'infrastructure ignore le transport ou le transport ignore les gestions de l'infrastructure. Eh bien, cela a donné trop de dysfonctionnements et les Français attendent de l'efficacité, de la modernité, de la sécurité. C'est ce que nous devons donner comme direction au système ferroviaire français. Seulement pour les syndicats, ce projet ne va pas assez loin. Ils auraient préféré une fusion plus complète de la SNCF et de RFF. Et surtout, selon eux, cela ne règle en rien la dette pharaonique du groupe. On dépasse les 40 milliards d'euros. Gilbert Carrel représente la CGT Cheminot. Le gouvernement veut continuer à ne pas reconnaître la dette publique, la dette d'État, qui est la dette structurelle des RFF, celle qui a servi à créer les lignes à grande vitesse et qui aujourd'hui sert à régénérer le réseau. Deuxièmement, que ce gouvernement ne veut pas financer, ne veut pas mettre 1 euro de financement dans les travaux nécessaires pour renouveler un réseau qui est aujourd'hui largement obsolète, parce qu'on a fait du tout TGV pendant 30 années. La loi doit maintenant être examinée à l'Assemblée à partir du 17 juin prochain. En attendant, la journée de demain s'annonce très compliquée. De très importantes perturbations sont attendues. Enfin, certains syndicats ont déjà prévenu que ce mouvement social était reconductible. Oui, voilà l'explication de Jean-Baptiste Huet. Mouvement reconductible, très intéressant Bernard Vivier. C'est cet adjectif qu'il va falloir surveiller? Oui, vraisemblablement, parce que ce que nous vivons là est un phénomène qui devient fort heureusement de plus en plus rare. La SNCF n'est pas la seule entreprise publique à devoir évoluer. D'autres entreprises ont su le faire, pas la SNCF, ou plus ou moins, ou tout au moins pas encore. Bien, prenons une autre entreprise de transport en région parisienne, la RATP. Elle a complètement modernisé sa façon de gérer les équipes et de gérer les personnels et de gérer les relations sociales. Résultat, entre 1996 et 2006, 1996, c'est pas une date au hasard, c'est la date où a été adopté un contrat social, une sorte de contrat social, de signal d'alarme, on ne fait pas grève avant de s'être réunis, de trouver d'autres solutions que de cesser de travail. Eh bien, dans les 10 ans qui ont suivi 1996 à 2006, il y a eu 2 fois moins de conflits que dans les 10 années précédentes, c'est-à-dire 1986-1996. C'est un gros travail qui a été fait. La RATP a pratiquement su évoluer, la SNCF reste encore en arrière. Bernard, est-ce qu'elle a vraiment su évoluer concrètement? On leur a quand même pas demandé des efforts démesurés aux gens de la SNCF se trouve aujourd'hui bloquée par 2 bastions syndicaux qui font presque 50%, c'est les 46% de cheminots. En l'occurrence CGT et Sudrail. CGT et Sudrail, exactement, et qui aujourd'hui bloquent. Il n'y a pas eu à l'intérieur de la SNCF entre 2009 et 2011 la majorité syndicale suffisante pour que la direction puisse négocier les évolutions. Au moment où la SNCF s'ouvre à la concurrence européenne, au moment où les Allemands, les Britanniques, les Belges, les Italiens peuvent venir nous faire de la concurrence ferroviaire en France, et au moment où nous sommes aussi en capacité d'aller de l'avant sur l'ensemble de l'Europe. Et donc nous avons des organisations syndicales qui ne négocient pas le changement, qui conservent les acquis sociaux. Ça ne peut plus durer. Et du reste, le personnel de la SNCF commence à évoluer, comme à EDF à l'automne dernier, à la fin de l'automne dernier, les élections professionnelles à SNCF en mars montrent que la CGT et Sudrail régressent, un petit peu, mais régressent,
Et cette manifestation de demain, éventuellement reconductible, c'est en fait un coup de force, une affirmation. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une épreuve de force, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Virginie Martin du think tank Différentes. Oui, moi je partage entièrement vos propos. C'est effectivement une épreuve de force, c'est une culture de la négociation qui est toujours pas de mise, une culture d'une forme tout de même de modernité sociale aussi. Et puis, écoutez, hier, vous avez tous lu, j'imagine, les travaux de Chauvel dans le Monde sur les jeunes, le chômage des jeunes, les exclus structurels de ce pays, avec un chômage qui dure, des jeunes de 30 ans qui arrivent pas du tout à s'insérer, etc. Aujourd'hui, les exclus, ce ne sont quand même pas en priorité ces gens-là. Je ne veux pas faire de hiérarchie de la précarité. C'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais là, on n'est pas tout à fait dans la précarité de toute façon. Et aujourd'hui, clairement, combat d'arrière-garde ou pas? C'est un peu, si vous avez envie de c'est un peu un combat d'arrière-garde. Mais je crois surtout, par rapport à ce que vous disiez aussi, on est dans le monde, on est en Europe, mais l'Europe est aussi ici. Nous pouvons aussi être concurrencés, mais nous pouvons être aussi concurrentiels. On voit toujours l'extérieur comme une agression, mais nous sommes aussi l'extérieur d'autres personnes. C'est ça qui est étrange, cette dialectique, on la sent pas, et les syndicats, Sudrail pour ne pas le nommer, la CGT, effectivement, sont tout de même encore dans ces années très de l'anarcho-syndicalisme, où on est à un affrontement. Ils n'ont pas grandi, quoi. C'est ça, ils n'ont pas grandi. Où est la social-démocratie, là, question. Le problème, c'est surtout et encore peut-être qu'à la SNCF, c'est là où on a demandé quand même en partie de grands efforts, mais enfin, il y a quand même eu très peu d'efforts demandés. Et alors, on parle d'EDF, mais enfin, EDF, il faut quand même se rappeler qu'on a généreusement arrosé à l'arrivée de Monsieur Proglio les salariés avec des augmentations totalement délirantes, que quand vous cherchez à savoir quels sont les coûts d'EDF, personne ne peut vous le dire et personne ne peut vous expliquer pourquoi ça augmente autant, alors que effectivement, quand on regarde, il y a les effectifs, etc. Je veux dire, même les gens de GDF Suez vous disent que les différences de salaire au même poste entre les deux entreprises finit par poser problème. Donc oui, alors on peut voir le bon côté des choses en se disant il y a eu moins de conflits, etc. Mais s'il y a eu moins de conflits, c'est aussi parce qu'on n'a pas tant demandé d'efforts que ça aux gens. Tiens, à propos alors je sais rien si c'est un combat d'arrière-garde ou pas, donc encore une fois, défense des avantages catégoriels, Benaoud Abdelrahim, Bernard Vivier, la grève demain des chauffeurs de taxi à l'échelle européenne, hein. Encore une fois, la cible, ce sont les VTC avec leur système de géolocalisation, leur téléphone moderne. Oui, on est au 21e siècle, messieurs, dames. Les smartphones. Qu'est-ce que révèle encore cette affaire des taxis? La difficulté de réformer en France, la difficulté d'avancer? Allez-y, prenez la main, Virginie Martin. Oui, il me semble que cette histoire des VTC est inexorable. Le consommateur, de toute façon, consomme aussi comme cela. Il prend le taxi de manière classique, mais il le prend aussi via son smartphone. Et c'est comme ça, et on ne reviendra pas en arrière. Partons de là, une fois que ce constat est fait, on peut faire toutes les grèves du monde, ça ne changera rien au comportement du consommateur, strictement rien. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler deux choses, forcément les harmonisations, en termes de paiement, de fiscalité, etc., bien entendu, et aussi certainement offrir aux taxis en place des périodes de transition, et certainement des airbags. Ça me paraît inexorable. Mais en revanche, accompagner absolument ce changement et aller vers ce changement. Ne pas dire on va arrêter les VTC et on va revenir au modèle d'avant. C'est impossible. C'est pas possible. Benaoud Abdelrahim. Cette histoire des VTC est assez intéressante parce que vous l'avez bien dit, c'est quelque chose d'européen. Et vous regardez les arguments à Londres, à Madrid, parce que c'est même heure, même moment demain. À Paris, ce sont les mêmes arguments. Nous sommes soumis à la loi nationale, à la fiscalité nationale. Et eux, ces grands, donc Uber, financé par Google et Goldman Sachs, ne sont pas soumis à la loi nationale, notamment de la loi de l'autorisation de travailler, et payent leurs impôts. C'est ce que disent notamment les black cabs, les taxis à Londres. Ils payent leurs impôts aux Pays-Bas. Donc, à un moment donné, leur opposer uniquement à ces gens-là, il faut vivre au XXIe siècle, etc., et ne pas répondre à leurs revendications, qui est pourquoi moi je paye mes impôts à Londres. Non, c'est pour ça, moi j'ai parlé d'harmonisation. J'ai parlé d'harmonisation et de période d'adaptation. Mais là, encore une fois, on se rend compte que le débat est en train de glisser, que ce soit à Londres ou à Madrid, ne parlons pas de Paris, vers le combat des anciens contre les modernes. Et ça évite de parler finalement de ces questions-là, de ces questions centrales, de la loi nationale et par rapport à finalement de la loi sans frontières. Bernard Vivier, l'Institut supérieur du travail. Oui, comme la mondialisation grandit, nous sommes en train en France de nous dire
dire, mais ça y est, en effet, réellement, dans nos actes quotidiens, pour prendre, allumer un bouton électrique ou prendre un taxi, en effet, il n'y a plus de frontières, c'est-à-dire il n'y a plus d'État protecteur, il n'y a plus de statut protecteur. Et que ce soit les chauffeurs de taxi qui bénéficiaient d'un statut, mais un statut coûteux aussi, parce que comparé au VTC, en effet, le statut est totalement inégal. Pèse sur les taxis parisiens aujourd'hui des charges qui ne pèsent pas sur la situation des VTC actuels. Donc, il faut passer de la logique du statut à la logique du contrat. Parce que c'est la loi du marché. Nous sommes sur une économie de marché. Une économie de marché ne fonctionne pas avec des statuts. Les États ne sont plus protecteurs. Les statuts ne sont plus protecteurs et les États ne sont plus suffisamment régulateurs. Donc il faut gérer ces transitions. Et en effet, donc SNCF, finalement, taxi, même combat. Voilà, c'est une question de statut. Exactement. Demain, les agents SNCF ne pourront plus rester sur le mot que le statut va les protéger. C'est fini. Qu'est-ce qui va pouvoir les protéger? Le contrat. Non pas forcément le contrat individuel, c'est-à-dire l'agent SNCF livré à la direction seul. Le combat est inégal. Mais ce qu'on appelait autrefois dans le monde syndical, le contrat collectif, qu'on appelle aujourd'hui la convention collective ou l'accord d'entreprise, c'est-à-dire un ensemble de règles qui s'appliquent à un ensemble de salariés. Et ça, c'est la négociation. Et vous savez quoi, on en reparlera notamment à 20h avec les intermittents du spectacle. Là, on sera avec Samuel Churin, il est arrivé, on le fera rentrer d'ici 10 minutes. Porte-parole de la coordination des intermittents et précaires du spectacle. Ça s'agite, ça râle du côté des chefs d'entreprise aussi, avec le compte pénibilité. Une usine à gaz, un casse-tête. On va y revenir dans un instant, entre autres avec notre spécialiste Isabelle Golan. Ça tout de suite.